messieurs, bonsoir et bienvenue à cette émission d'Info 9. La ville de La Sarre a dévoilé son inventaire du patrimoine bâti. Alors, pour nous en parler, je reçois l'agente de développement culturel à la ville de La Sarre, Mme Sophie Ouellette. Mme Ouellette, bonsoir. Bonsoir. Mme Ouellette, inventaire du patrimoine bâti. Expliquez-nous, c'est quoi? Dans le fond, c'est qu'on a fait venir des spécialistes en patrimoine bâti, une architecte du nom de Manon Sartou, qui est engagée par la firme Devemco de Rouyn-Noranda. La firme Devemco, c'est eux aussi qui ont fait l'inventaire du patrimoine bâti de Rouyn-Noranda. Donc, en gros, c'est ça, c'est qu'on a fait affaire, excusez-moi, avec des spécialistes pour qu'ils viennent faire le tour des bâtiments à La Sarre, surtout ceux qui ont une espèce d'importance historique, pour vraiment ressortir ceux qui ont une architecture intéressante, ceux qui seraient vraiment intéressants pour les gens de la ville et pour les gens de l'extérieur à connaître l'histoire, à connaître le style architectural. C'est surtout basé sur les styles architecturaux. Alors, quand on parle de... Parce qu'on peut faire un inventaire de choses qui sont en archives, disons, qui ont été défaits. Mais par contre, là, on fait l'inventaire de ce qui est bâti, ce qui est érigé, ce qui est debout encore. Oui, exactement. Oui, parce que quand on passe à la maison Perron, qui n'existe plus, non, elle n'est pas dans l'inventaire. C'est vraiment ce qui est encore debout, si on peut dire, à La Sarre. Oui. Et c'est seulement que le secteur La Sarre. Oui, effectivement. Autant le secteur urbain que rural. Que rural. On a répertorié, c'est quoi? C'est 46 bâtiments? Oui, des bâtiments et des ensembles résidentiels. C'est comme on le disait, c'était autant en milieu rural qu'en milieu urbain. Oui. Mais 46 bâtiments, c'est beaucoup. Oui, c'est beaucoup. Est-ce que vous auriez pensé qu'il y en avait autant lorsque ça a commencé? Non, pas du tout. Dans le fond, ben moi, j'étais pas en poste quand ça a commencé. Quand je suis entrée en poste, on recevait l'inventaire. Mais j'étais surprise de voir qu'il y avait autant de bâtiments. Des fois, ils sont vraiment dans les secteurs plus ruraux. Donc, c'est des secteurs qu'on voit un petit peu moins souvent. C'est pas comme le manoir Bordelot, exemple, sur la rue principale. On passe devant souvent. Oui. Donc, c'est ça, il y avait plein de bâtiments que je connaissais pas. Et il y a beaucoup de granges. Moi, je ne savais pas que des granges, ça pouvait vraiment rentrer dans un inventaire. On va nommer parce qu'il y a différents toits. Oui. C'est ça qui peuvent donner un thème où le toit peut servir à quelque chose, c'est sûr. Il s'empêche la pluie de tomber, oui, c'est certain. Mais un toit de grange fait d'une manière, puis un toit de grange fait d'une autre manière, c'est pas le même nom, c'est pas la même chose. On a par exemple les toits à la mansarde qu'on appelle, ça c'est les toits qu'on voit souvent qui sont faits un petit peu de façon carrée et triangulaire au bout. Il y a des toits, ce qu'on appelle à deux versants, ça c'est les toits typiques de juste deux côtés. Il y a même des toits asymétriques qui ont un côté court et un côté long. Et on a des toits aussi, ce qu'on appelle en carène. Ça, c'est les fameux toits ronds. Ça, c'est apparu surtout en 1963, suite à l'ouragan qu'il y a eu à La Sarre. Voilà, exactement, qui avait touché le secteur surtout du coin de La Sarre et puis Palmarol aussi, beaucoup, Saint-Germain. Oui, je pense Dupuis aussi. Oui. Ça avait été quelque chose. Et puis aussi, un petit fait intéressant que j'aimerais souligner, c'est que La Sarre, on a une grange qui est juchée sur une butte. Ce qui est assez rare habituellement parce que c'est pas pratique d'avoir une grange sur une butte. Donc, elle est dans l'inventaire, justement. Elle est à quel endroit, cette grange? Elle est, je peux pas te dire le nom du rang comme tel. Je sais que c'est dans un rang, c'est soit le 6 et 7 ou le 8 et 9. Ah oui? Oui. Qu'est-ce que ça prend, Mme Ouellette, pour qu'une bâtisse soit patrimoniale? Bon, c'est sûr qu'habituellement, on fait affaire avec l'ancienneté. Mais à La Sarre, vu que c'est une ville qui est très jeune, elle n'a pas encore 100 ans, on est loin du 400e de Québec, donc il ne faut pas seulement se fier là-dessus, parce qu'il n'y a plus beaucoup de bâtiments qui datent vraiment parce que c'est en 1917 que la ville a été érigée. Il y a très peu de bâtiments qui datent de ces années-là. Donc, c'est des bâtiments qui ont un style architectural propre ou encore qui ont une symbolique pour les gens de la ville. Des fois, c'est des maisons qui ont appartenu, exemple, à des anciens dirigeants de Howard Bienvenu, qui est maintenant Tembec, des anciens dirigeants de la banque, etc. Comment on procède, parce que c'est une firme spécialisée qui a fait ça. Bon, moi, là, ce que j'aimerais savoir, comment cette firme-là, ils sont partis d'un point central probablement, puis on dit, bon, bien là, on fait tout ce qui est urbain, tout ce qui est rural. Puis c'est quoi qui leur dit que, je sais pas, moi, on passe devant une grange, tiens.
Es-tu patrimoniale aussi? Elle l'est pas. Qu'est-ce qui leur dit ça? Bien, c'est sûr qu'il y avait une architecte spécialisée qui était présente. Donc, elle connaît vraiment les styles. Exemple, elle voit quelque chose, elle dit « Oh mon Dieu, ça, c'est pas courant au Québec. OK. Ça, c'est quelque chose qui est propre à la serre, par exemple. » Ou encore des styles de revêtements. Elle va dire « Ah oui, ça c'est un revêtement qu'on voit presque plus. C'est quelque chose qui est intéressant. » L'architecture va lui dire probablement Oui. que... Et aussi, il y avait un comité, je parle d'un architecte, mais je suis en train d'oublier le comité, qui est vraiment un comité de personnes, des livres d'histoire, si on peut dire, sur la serre, qui, eux, étaient au courant de plusieurs maisons, l'historique de cette maison-là, les propriétaires. Donc, c'est sûr qu'ils ont fait des suggestions par rapport à des maisons qui ont des symboliques particulières pour les gens de la ville. Parce que ici, on voit là, le livre, ici, je ne sais pas si Jean pourrait nous... Je vais essayer de le montrer. On va essayer ça. Ça, c'est le livre qui est sorti de l'inventaire qui a été fait par la firme en question. Oh, OK. Là, on le voit bien, OK. Est-ce qu'il y en a beaucoup de ces livres-là? Qui peut en avoir? Je ne sais pas comment on fonctionne, parce que c'est beau faire un inventaire, mais seulement est-ce qu'on peut le mettre dans la région? Est-ce qu'on peut le vendre, le donner? Je ne sais pas, là, on fait quoi? On ne classe pas ça dans un tiroir, puis c'est fini. Bien sûr que non. Non, c'est ça, de la façon que nous, on a fonctionné, c'est que premièrement, on a très peu de copies imprimées papier. OK. Il y en a, sont disponibles pour la population, il y en a à la bibliothèque. Il y en a 2 copies à la bibliothèque municipale Richelieu de la Serre. Il y a une copie à la ville. Il y a une copie aussi à la Société d'histoire. Parce que c'est vraiment la Société d'histoire, dans le fond, qui a commandé l'inventaire du patrimoine bâti. Et parce que c'est assez coûteux, ça a été financé par la ville de la Serre et le ministère de la Culture, des Communications, de la Condition féminine. Donc, chacune de ces personnes-là, pas de ces personnes-là, mais de ces organismes-là, possède un inventaire papier disponible pour consultation et il est disponible sur le site Internet de la Ville de la Serre dans la section localisation et historique. On parle de premier pas pour mettre en valeur notre héritage patrimonial. Est-ce qu'on va donner une suite à ça? Bon, c'est sûr que nous, présentement, on travaille sur ce qu'on appelle un circuit patrimonial. On a choisi 7 bâtiments qui ont une importance au niveau de l'architecture, de la symbolique, de l'histoire. Et on travaille présentement à les mettre en valeur dans un circuit. On était supposé l'inaugurer bientôt, mais pour des raisons qui sont hors de notre contrôle, ça va être reporté au printemps prochain. OK. Ça va donner quoi? Je veux dire, en ce sens, est-ce que les gens embarquent là-dedans, en ce sens que moi, je sais bien que c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup, mais quels sont les gens à qui ça intéresse? Est-ce qu'on parle des gens d'un certain âge, ou bien si les jeunes sont intéressés à ça aussi? Quel genre de... C'est un peu toute la population? Ça peut être toute la population. Là, c'est sûr, je n'ai pas de chiffre exact pour dire, mais je me suis fait dire qu'à la bibliothèque, l'inventaire sortait quand même assez bien. Les gens sont intéressés à le consulter. Surtout quand on dit il y a 46 bâtiments. Là, les gens sont intrigués. C'est quoi ces 46 bâtiments? Oui, parce que moi, j'aurais jamais pensé qu'il y en aurait eu autant que ça. Oui. Est-ce qu'il y a une année spécifique, comme vous me dites tantôt, là, comment on fait pour savoir si c'est classé patrimonial ou pas? Il y a des personnes qui sont spécialisées dans ce genre de bâtisse-là. Mais 46, moi, j'en reviens pas. On a fait tout le tour de la Serre avec ça, puis on en a trouvé 46. Oui. Moi, réellement, c'est pour ça que et je ne doute pas de ça, là. Absolument pas, absolument pas. Mais si on pouvait peut-être juste en nommer une couple que les gens pourraient sûrement se reconnaître. Ben oui, alors, est-ce qu'on pourrait peut-être juste en nommer une couple? Je vous laisse aller un peu là, avec ça. C'est sûr qu'il y a le manoir Bordelot, le cinéma La Serre, que nous, on a nommé le magasin général Donna Bordelot, parce que dans le temps, c'était un magasin général. OK. Il y a l'église, le presbytère, qui ont une très bonne cote, la cote maximum A+. C'est quoi la cote?
à plus, c'est dit quoi? C'est vraiment parce que le presbytère à la Serre a vraiment une architecture très intéressante par ses lucarnes, OK. des petites lucarnes vraiment. Il y a tout plein de petits détails architecturaux qui font vraiment que on voit que les citoyens de l'époque avaient à cœur leur curé fondateur, vraiment qu'il soit bien situé, bien installé. Qui donne ces cotes-là? Ah, c'est vraiment, c'est la firme comme telle. C'est la firme? Oui, c'est la firme comme telle. OK. Parce qu'il y en a vraiment là, qui sont. Il y a de très belles maisons, comme on parle de la maison Lavigne là, que je vois ici. Là. On parle aussi du bureau de Normic Perron. Oui. C'est le style, ce qu'on C'est appelle le style. Frank Lloyd Wright. Je ne sais pas si je le prononce comme il faut. Expliquez-moi ça, c'est quoi? Ben, il y a deux bâtiments à la Serre qui sont de ce style-là. Il y a un bâtiment qui est sur la 2e avenue Est, si je ne me trompe pas, et la maison, justement, Perron. Mais les bâtiments dans le temps de Normic Perron. Ça veut dire qu'on peut y aller avec le style. Si je comprends Oui. bien, on y va avec le style et non pas spécifiquement avec l'âge Non, pas du de la tout. bâtisse. Non, parce que si on regarde ici, l'hôpital Saint-François d'Assise, style art déco institutionnel Ernest Cormier. Oui. Ça veut dire qu'avec le style, on peut construire quelque chose. On l'a fait il y a 10 ans, puis ça peut rentrer dans ça. On a peu de bâtiments récents, sauf un qui date de 1989, qui est le Centre d'interprétation de la foresterie, que plusieurs connaissent sous le Bureau d'information touristique, le Camp en Boiron, sur la rue principale. Parce que c'est pas un bâtiment qui a qui a de l'âge, mais c'est un bâtiment qui a une grande importance sur la symbolique pour la Serre parce qu'il a été érigé dans le cadre en 1989, quand la ville a reçu le titre de capitale forestière du Canada. C'était la première fois qu'une ville recevait ce titre-là. Moi, je veux en revenir sur le circuit patrimonial. Ça a été élaboré par quand même un comité restreint. Oui. Ça va comporter quoi exactement? Parce que là, vous allez inaugurer ça juste l'an prochain. Oui. Mais ça va être quoi exactement? Je ne peux pas donner beaucoup de détails parce qu'on veut vraiment garder la surprise pour les gens. On veut que les gens viennent à l'inauguration puis qu'ils découvrent avec nous les plaques qui vont inaugurer les bâtiments, puis aussi qu'ils vont découvrir quels bâtiments ont été sélectionnés. Donc, c'est pour ça que pour l'instant, je vais essayer de garder vous gardez ça avec le cadenas, c'est ça? Exactement. Libre à vous. On dit qu'il n'y a aucune mesure qui a été prise par la Ville afin de protéger ces bâtiments de valeur. Il semble qu'il Pour l'instant, c'est parce que c'est un dossier qui est assez jeune. Nous, l'inventaire du patrimoine bâti, on l'a sorti en avril dernier. Et puis, c'est vraiment le but premier de sortir l'inventaire du patrimoine bâti, c'est de conscientiser la Ville à dire oui, on a des bâtiments d'importance à la Serre, ça serait important de les protéger. Et c'est aussi de conscientiser les propriétaires, parce que chaque propriétaire a été invité, a reçu vraiment une fiche personnelle qui explique un petit peu des recommandations pour leur maison. Ils ne sont pas obligés de les suivre. C'est vraiment libre à eux. Mais quand une personne, mettons exemple, moi je recevrais une fiche sur ma maison puis qui me dirait, moi ma maison elle a une importance à cause de ses fenêtres par exemple. Eh bien, je serais peut-être un peu sensibilisée quand je vais la rénover. À ne pas changer les fenêtres à ce moment-là. Ou encore à prendre des fenêtres du même genre, en bois par exemple, à guillotine. Donc, c'est ça. Pour l'instant, il n'y a pas de mesures qui sont prises, mais on va se pencher là-dessus. Mais il y a eu une sensibilisation qui a été faite auprès de ces gens-là. Madame Ouellette, merci infiniment. Continuez votre très beau travail. C'est vraiment extraordinaire. Ça me fait plaisir. Merci beaucoup, Madame. Courte pause et on vous revient immédiatement après. Restez avec nous. La troupe de théâtre À cœur ouvert a attiré plus de 60 000 spectateurs en 5 ans. Si en même temps on analysait la saison 2009 qui vient de se terminer. Alors pour nous en parler, qui de mieux placé que son directeur général et metteur en scène, M. Daniel Morin. M. Morin, bonsoir. Bonsoir. M. Morin, si on se reporte il y a 5 ans passés, 60 000 personnes, est-ce qu'on avait pensé pouvoir atteindre un tel chiffre, parce que c'est une moyenne de 12 000 personnes par année? Écoutez, si on se reporte en 2005, quand on a créé le Paradis du Nord, c'est sûr que nous, on avait un objectif de 3 ans.
Alors, 3 ans pour créer un spectacle, on se disait, ben on va étape par étape monter des échelons. Et après 3 ans, on analysera si on continue avec ce spectacle-là. Alors, il y a eu une 4e saison et une 5e saison. Non, on n'avait pas d'objectif, non, on n'avait pas de chiffres non plus à ce moment-là. Parce que c'était quand même... en tout cas, moi, je me dis une chose, peut-être que je me trompe, mais je me dis une chose, que si, il y a 5 ans passés, vous vous étiez dit, OK, il faut, dans les 5 prochaines années, il faut aller chercher au-delà de 60 000 personnes. Je pense qu'un peu tout le monde dans la troupe et le conseil d'administration aurait dit, bien, je pense que c'est exagéré un peu. Bien, c'est sûr que si on regarde ce chiffre-là d'une certaine façon, c'est beaucoup, là. C'est beaucoup de gens. Hein. C'est pas juste de la clientèle régionale, il y a aussi de la clientèle hors région de ça. Alors, d'avoir attiré autant de gens et que ce spectacle-là maintenant a une notoriété au niveau de la province de Québec. Exactement, oui. Alors, ben, chapeau pour l'organisation, chapeau à tous ceux qui ont mis la main à la pâte et ceux qui nous ont aussi octroyé des subventions pour créer un tel événement en région. Dans ces 5 années-là, M. Morin, est-ce que vous vous êtes aperçu que dans les premières années, c'était plutôt à caractère régional et plus ça allait, on devenait à caractère provincial? Oui, effectivement. Et hors province aussi, parce qu'il y en a... La première année, on avait peut-être une clientèle qui figurait à 32 de l'extérieur de la région. Okay. Ensuite, ça l'a monté à 34 et on est rendu maintenant on a haussé de cette année de 10 de notre clientèle. Donc, on est rendu à 44 de notre clientèle qui vient de l'extérieur de la région. Et ça vient de partout. Est-ce que la publicité télévisuelle qui a été faite en collaboration avec l'ATR sur les ondes de Radio-Canada, ça a des impacts. C'est sûr que si on prend là, tout ce qui a été fait au niveau marketing par rapport à l'organisation du Paradis, on a eu des retombées positives et très marquées par rapport à ça. Donc, tous les outils promotionnels du CLD, la collaboration avec la Ville de la Sarre, la collaboration avec l'Association touristique régionale, justement, dans la promotion de l'événement. Écoutez, c'est sûr que ça a un impact très marqué et on a vu cette année que cet impact-là, on monte les échelons. Hein. Moi, je dis tout le temps qu'on a une marche à monter à chaque année. Et si on atteint cette marche-là, ben c'est un pas d'avant. Et là, je pense qu'avec la 5e saison, et les chiffres nous démontrent que c'est possible de continuer. Alors, ben, tant mieux là, tant mieux pour le Paradis du Nord, puis tant mieux pour la région. La région, oui, effectivement. C'est donc dire, M. Morin, que les efforts soutenus de la Ville de la Sarre, entre autres, du CLDAO, on peut parler du SADC, de l'ATR, c'est devenu indispensable. Bien, c'est ça, c'est que dans le fond, chaque promoteur ou chaque organisme qui s'associe avec le Paradis du Nord, ça nous fait grandir. Ça fait grandir l'Abitibi-Ouest, ça fait grandir la région. Alors, tant mieux si on peut faire de la promotion positive à l'extérieur de notre région et que ça a des tentacules partout en province et même dans le nord de l'Ontario. Oui, exactement, oui. Alors, puis on a entendu parler de nous autres au Nouveau-Brunswick. Donc, c'est ça, c'est qu'il y a un paquet de facteurs qui fait que si tout le monde avait un sentiment de fierté, un sentiment aussi qu'on peut contribuer à l'essor économique et touristique et culturel de notre MRC, bien, regarde, c'est gagnant d'avance. Exactement. Si on en vient au bilan de 2009, on sait que c'est un bilan quand même positif. Et devant l'incertitude économique, il ne faut pas s'en cacher, ça a connu à peu près des baisses un peu partout. Le Paradis du Nord a connu une faible baisse au point de vue spectateur, mais par contre est allé en chercher plus de l'extérieur. On va le voir tantôt. Ce que je veux expliquer par rapport à la baisse, c'est que il faut se remettre dans le contexte de 2008. 2008 a été une année où on avait le Salon du Livre à la Sarre. Oui, exactement. Et
Nous avons reculé d'une semaine au niveau pour partir le spectacle. Donc, sur 6 semaines, bien sûr, on a décalé aussi d'une semaine au mois de août. Et on sait que le touriste en région arrive avec la semaine de la construction. Voilà. Alors, pour nous, ça a été très bénéfique parce qu'on était à guichet fermé les 2 dernières fins de semaine. Alors, ça a été merveilleux pour nous et c'est ce que fait l'augmentation. Si on se reporte en 2007, 2006, 2005, on a quasiment les mêmes chiffres. Donc, c'est sûr qu'on voit qu'il y a une baisse, oui, mais si on se reporte avec nos chiffres des autres années subséquentes, il n'y a pas nécessairement, c'est une légère baisse, c'est une très légère baisse. Exactement. Il faut se dire que sur cette année, 10 815 spectateurs, alors on a atteint, c'est quand même quelque chose. Là. Oui, exactement. Sur le 10 815, on a une clientèle régionale qui est venue à 56 % et notre clientèle hors région 44 %. Mais je veux aussi apporter que sur le 44 % de cette clientèle-là, c'est 85 % des touristes qui sont venus expressément voir le spectacle. Ça, ça dit beaucoup. Oui. Ça dit beaucoup, beaucoup. Alors, c'est des augmentations massives des autocars, des autocars. Donc, on a reçu tout près de, un petit peu plus de, je pense, 15 autobus nolisés qui sont venus voir le spectacle. Et c'était des gens qui, bon, ça arrivait par paquet de 50, 40, 45, 50 touristes qui arrivaient en autobus pour venir voir le spectacle. Oui, et ça, là, je suis content que vous en parliez, M. Morin, parce que la clientèle hors région, 44 %, c'est énorme. C'est énorme. Et il faut se dire que ça a des impacts directs sur l'économie de la région. Ben oui, c'est sûr, parce qu'on est hors région. Oui. Donc, on couche, on mange, etc. Exactement. Là. Alors, c'est de l'argent neuf qui arrive en région. Alors, c'est bien sûr que... Et c'est pour ça que l'importance de soutenir un tel événement. Et aussi, faut se dire qu'il faut appuyer cet événement-là, il faut le préserver d'une certaine façon, parce que c'est sûr que ça a une importance. C'est pour ça qu'on appelle que le Paradis du Nord est appelé produit d'appel. C'est que ça apporte des bassins des gens en nombre impressionnant qui viennent de l'extérieur de notre région pour venir assister à un événement précis. C'est beaucoup parce que quand on regarde un peu tout ça, c'est que les gens qui sont portés des fois à dire, ouais, ils viennent, c'est le Paradis du Nord, c'est gros, ça fait 5 ans, il y a plusieurs personnes qui travaillent dans ça, il y a des bénévoles, on va en parler tantôt, mais il y a des retombées aussi économiques qui se font à la grandeur de la région. On passe à Val-d'Or. Oui, les gens qui viennent spécifiquement voir le show, il faut se le dire, des fois, c'est une raison pour rester peut-être 2 jours puis 3 jours de plus. Alors, ces gens-là vont visiter l'Abitibi-Ouest, mais puis on a d'autres attraits touristiques aussi. Là. Alors, ils vont arrêter à Amos, Refuge Pajot, l'École du Rang 2, ils vont à la Cité de l'Art, vont aller vers le coin de Rouen. Alors, et même, il y a des gens qui repartent vers le coin du Témiscamingue. Alors, ces gens-là ont vraiment fait une belle boucle en région et tant mieux si tout le monde peut avoir des retombées dans les attraits ou même dans le MRC. C'est donc dire, M. Morin, que, entre parenthèses, il ne faut pas que le Paradis du Nord cesse ses activités. Ça ferait mal. Ça ferait mal. C'est pas que ça... ça ferait mal au tourisme. C'est sûr. C'est sûr qu'on parle de produits d'importance. Par contre, on n'en est pas encore rendu à savoir si on va avoir une 6e saison. À l'heure actuelle, on est en train de justement d'évaluer toutes les... Comme vous faites à chaque année. Oui. Sauf peut-être les 3 premières années, c'était dit, on fait 3 ans. Après ça, on s'assoit et on y va étape par étape, année par année. Vous êtes rendu encore là aujourd'hui. Oui, il faut demander, vous savez que c'est une imposante équipe. On parle de plus de 400 bénévoles qui gravitent alentour de la troupe.
Et sur ces 400-là, on ne parle même pas des comédiens. Alors, on parle aussi de toutes le conseil d'administration. Et tous ces gens-là, ben moi, je dis toujours, pas de bénévoles, ben pas de production. Alors, les comédiens sont notre première source de motivation. Et on leur demande toujours, avant de partir une nouvelle saison, on leur demande toujours à eux, est-ce que ça vous intéresse de continuer? Est-ce qu'on peut compter sur vous autres encore? Oui, exactement. Alors, on sait à peu près combien de gens qu'on doit remplacer, puis après ça, on part la machine. Il faut penser aussi que c'est un spectacle qu'on veut évolutif. Oui. Alors, à ce moment-là, il faut créer de nouvelles scènes, donc il faut trouver des nouvelles idées, des nouveaux décors. Et tout ça, faut déjà mettre ça en perspective là, avant d'annoncer. Et on greffe à ça aussi, il y a toujours des nouveautés dans le spectacle d'année en année. Puis c'est sûr que les grosses nouveautés sont venues au spectacle de l'an dernier, en 2008, là, où il y a eu quand même 3 gros changements majeurs. 4-5 nouvelles. OK. Fait que c'était majeur comme changement. On en a fait aussi l'an passé. En 2009, si 2010, il y a spectacle, il y en aura aussi sûrement encore un peu. Alors, c'est toujours à renouveler. Oui, exactement. Oui. Puis, moi, je veux en revenir aux bénévoles. Je pense que sans les bénévoles, on ne peut pas faire un spectacle comme ça. C'est incroyable. Parce que moi, j'y vais à chaque année, puis je vois, il y a des bénévoles d'à peu près dans toutes les sphères du spectacle, avant, après, pendant le spectacle. On a toujours quelqu'un, on veut avoir un renseignement, on a toujours quelqu'un, on n'a pas besoin de courir à gauche, à droite. Ils sont, me semble, tout près de nous autres. Ce qui est important de dire aussi, c'est que les gens, les touristes qui viennent nous visiter en région, trouvent que notre accueil est très spécial. On a un accueil très privilégié un contact très privilégié avec le touriste et on essaie de répondre le plus judicieusement possible à leurs attentes et à leurs interrogations. Alors, on a même une formation qui se donne en Abitibi-Ouest. On est chanceux par le CLD et ces gens-là, nos bénévoles aussi peuvent avoir cette formation-là. Et c'est très important. Oui. En terminant, parce qu'il reste à peine 1 minute, Albertine, on va parler de Albertine. Albertine en 5 temps. En 5 temps, oui, c'est ça. Une dramatique de Michel Tremblay. Alors, bien sûr, on voulait offrir, on a commencé avec le théâtre dans les années 1980. Voilà, exactement. Alors, on veut renouer avec ce produit-là. Albertine en 5 temps, c'est une pièce de Michel Tremblay qui va être jouée, qui va être présentée le 29, 30, 31, 5, 6, 7 novembre au Théâtre de Poche de la Maison de la Culture à La Sarre. Alors, les billets sont déjà en vente à la Maison de la Culture ou encore sur ticketaccess.com. Et les billets sont au coût de 20 $. On peut se les procurer. Très abordable pour un pareil spectacle. Exactement. Alors, c'est ça, une 7 comédiennes et les heures sont toutes indiquées aussi sur le site. Monsieur Morin, merci beaucoup. Puis c'est sûr qu'on ne peut que souhaiter la continuité du Paradis du Nord. C'est un spectacle d'envergure qui est rendu plus que régional, c'est rendu provincial et même hors province. Alors, on le souhaite. On souhaite une 6e édition. Albertine en 5 temps encore, fin octobre, début novembre au Théâtre de Poche. On vous souhaite tout le succès possible. Puis, on espère une 6e édition du Paradis du Nord. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Alors, mesdames et messieurs, merci d'avoir été là.